ça, justement, on va prendre peut-être l'opportunité. Il est justement, en tout cas, 11 heures là où je suis. Je sais qu'il est certainement à des heures différentes que vous soyez connectés de Dakar, de Paris, de Québec. Québec, au moins, c'est Montréal, c'est la même heure que moi. Mais je voulais peut-être commencer ce webinaire donc, en vous souhaitant l'appeler bienvenue aux personnes qui nous écoutent maintenant et les personnes qui écouteront l'enregistrement. On a le plaisir donc, de développer ce webinaire en français qui fait partie d'une série, d'une liste de webinaires en différentes langues développée par Embellied Advisory International Women in Mining. Et peut-être que je vais d'ailleurs passer la parole tout de suite à Barbara Dischinger pour qu'elle nous présente un peu cette série de webinaires et je me permettrai ensuite de présenter les différents participants un à un, puis individuellement un peu plus longuement. Barbara, si tu veux avoir la gentillesse de nous présenter un peu notre initiative, c'est parfait. Oui, bonjour à tout le monde. Je suis Barbara Dischinger, directrice de International Women in Mining, IWIM, et je suis ravie aujourd'hui de vous donner la bienvenue sur ce webinaire. IWIM est une organisation mondiale à but non lucratif de premier plan qui poursuit l'égalité des sexes et promeut la voix des femmes, l'accès aux opportunités et le leadership dans le secteur minier. Et depuis janvier, nous travaillons avec Embellied Advisory sur une série de webinaires sur le genre dans le secteur minier. Et la différence par rapport à d'autres webinaires, c'est que nous faisons en sorte que chaque webinaire soit dans une langue différente parce que nous voulons pouvoir écouter les expériences vécues et les partager, chacun dans sa langue. Donc, nous avons commencé par un webinaire en espagnol, nous avons fait le portugais. Aujourd'hui est en français et en avril, nous aurons un webinaire en anglais et nous sommes en train de voir et de planifier si on peut continuer et on nous a proposé de faire un webinaire en chinois et en arabe. Donc, si vous avez d'autres idées, d'autres langues à poursuivre, faites-nous signe. En tout cas, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et je repasse la parole à Rémi. Merci. Merci Barbara pour ces mots. Oui, comme on a lancé l'initiative un petit peu folle de continuer maintenant cette série en arabe et en chinois, on a les chances d'avoir des associés locaux qui vont nous aider à développer cela, sans doute en mai et en juin. Mais bien sûr, comme cette série de webinaires fait partie des initiatives qu'on a mis en place pour essayer de partager de manière tout à fait gratuite ou ouverte à différentes populations, à la fois des personnes qui regardent ces webinaires sont à la fois des académiques, des membres d'entreprises, des membres de communautés, pour pouvoir discuter des bonnes pratiques et des meilleures pratiques en termes de ESG de manière générale sur l'ensemble des webinaires que Embellied Advisory a développé. Donc, c'est performance sociale, contenu local, relations avec les communautés des peuples premiers et autres. Et en particulier, il me semble que la question du genre était essentielle et c'est pour ça que grâce au soutien de IWIM, nous avons décidé de le décliner dans une série de différentes langues. Et aujourd'hui, pour ce webinaire en particulier, je suis particulièrement heureux de pouvoir le faire dans ma langue initiale, mais surtout d'inviter des femmes remarquables à ce webinaire. On a l'occasion de discuter individuellement dans la préparation. Donc, peut-être un à un, juste pour mentionner les noms. Est-ce que vous avez la gentillesse de faire un signe? Je pense d'abord à Rukana Samba-Diéné, directrice de la géologie du ministère des Mines et de la géologie au Sénégal. Maureen Moran, qui est directrice des talents et de la diversité à Eramet. Paul Fillon, une experte en communication et gestion des communautés. En particulier, on connaît son travail à I Am Gold et dans d'autres cadres. Rachel Johnston, qui est consultante non-executive director à Caracal Gold. Et Muriela Ranaivo, qui a des soucis de connexion, mais je pense qu'elle a peut-être réussi à se reconnecter de WIM-R Madagascar, donc Women in Mining, et qui est secrétaire général avec en particulier une très bonne expérience d'un point de vue gouvernemental du développement du code minier local et de la question du genre dans ces questions-là. Et donc, tout d'abord, merci beaucoup de vous joindre à nous. J'aurais aimé peut-être commencer par Rokhaya, si c'est possible. Rokhaya, j'aurais aimé d'abord commencer par chacune d'entre vous, peut-être une question sur vous présenter un petit peu votre parcours dans le secteur minier. Il me semble essentiel, en particulier quand on travaille avec les différents membres de communauté, après, quand on montre ces vidéos, de permettre de montrer des profils pour peut-être l'avenir à des jeunes femmes qui réfléchissent à rentrer dans le secteur minier. Donc, c'est un peu l'opportunité de faire aussi votre présentation, si c'est possible. Rokhaya, je commencerai par vous et ensuite je passerai à Maureen, juste pour présenter un peu l'ordre de passage. Rokhaya, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Rémi. C'est un plaisir donc d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis le docteur Rokhaya Samba-Diéné. Je suis la directrice de la géologie au ministère des Mines et de la Géologie. Je suis docteur ingénieur en géologie appliquée et j'ai eu à faire pas mal de formations à l'École des mines de Paris, en l'administration publique des mines, en Australie, sur la gestion des ressources minérales. Et je suis également entrée dans la fonction publique depuis 2000. Donc, ça fait 22 ans que je suis dans la fonction publique.
où j'ai eu à occuper différents postes de responsabilité. Et je suis membre de Women in Mining Sénégal, donc qui est le membre fondateur de WIMOA, Women in Mining de l'Afrique de l'Ouest. Voilà un peu pour me présenter. Merci beaucoup. Et peut-être donc, vous avez l'occasion de discuter avec beaucoup d'entreprises aussi qui cherchent à s'implanter au Sénégal. Ça me permet de faire ma transition un peu facile, peut-être vers Maureen qui travaille chez Eramet. Peut-être Maureen, si vous pouvez en quelques mots vous présenter. Et ensuite, je passerai à Paul que je vois ensuite dans la liste. Merci. D'accord. Bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Donc, moi, je suis Maureen Moran, je suis très récente dans le secteur minier puisque ça fait 2 ans que j'ai eu la chance de rejoindre le groupe Eramet, donc qui est une entreprise française implantée dans de nombreux pays à travers le monde. Donc, notamment, je pense que la transition se fait parce qu'effectivement, nous avons des activités au Sénégal. Donc, très récent dans le secteur minier, je pense que ce que je découvre, en fait, c'est un secteur qui est génial. Ce que je disais au Kaya lors de nos préparations, en fait, c'était si j'avais à refaire ma vie, j'aurais été géologue, en fait, voilà. Donc, moi, je travaille sur le développement des personnes, des talents dans le domaine minier. Beaucoup de choses à faire. On a vraiment besoin d'attirer plus de femmes, donc spécialisée en tout ce qui est développement RH. Et avant ça, j'ai eu une vie dans d'autres secteurs, dans le high-tech, dans les écoles d'ingénieurs et dans des cabinets de chasse. Voilà en quelques mots. Je suis irlandaise et ça fait 27 ans que je vis en France. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Maureen. Paul, comme je le disais, je vous ai mis la suivante sur la liste. C'est très intéressant d'entendre votre parcours assez complet. Alors, moi, je suis vraiment un produit du développement. J'ai travaillé principalement en Afrique pendant 35 ans. Quand on fait le total, ça ne nous rajeunit pas. Mais j'ai vraiment abordé la question. J'ai un profil de base en communication et en formation de formateurs et je travaillais dans différents secteurs, l'éducation, l'agriculture, la gestion des ressources naturelles. Et juste avant d'aller dans le secteur minier, j'étais vraiment dans le secteur genre, c'est-à-dire tout ce qui était… Je travaillais dans un projet au Burkina Faso sur la violence faite aux femmes et je travaillais sur les politiques genre au Mali avec le ministère de la Justice. Donc, j'étais vraiment très impliquée dans cette question-là et par ailleurs au Bénin sur les questions de la réforme foncière. Fait que j'étais plus dans le législatif, mais toujours dans les questions de développement. Et on m'a demandé de travailler sur un projet de relocalisation et c'est comme ça que je suis arrivée dans le secteur minier pour par la suite intégrer l'équipe d'IAMGOLD et je trouvais ça intéressant de vivre le secteur minier de l'intérieur. Et voilà, donc j'ai fait 4-5 ans, puis après je suis retournée comme consultante et notamment pour les mines artisanales et les questions d'orpaillage. Et je suis aussi membre de l'AFEMIB, qui est l'association des femmes au Burkina Faso, des femmes du secteur minier. Là, je ne dirais pas le nom complet, c'est long. Alors, voilà. Très bien. Dans ce parcours, vous avez eu l'occasion donc de rencontrer Rachel. C'était un plaisir de voir qu'on se connaît un peu toutes et que les connexions sont assez simples. Rachel, est-ce que tu peux nous faire le plaisir aussi de suivre l'exemple de Paul et de te présenter? Oui, alors je rebondis aussi sur Maureen parce que je suis également irlandaise, comme quoi il y a une mobilité géographique qui se fait, mais 30 ans de vie au Burkina et puis actuellement basée en Côte d'Ivoire. J'ai aussi démarré ma vie professionnelle dans le social et le développement. Et je me suis retrouvée, j'allais dire un peu par hasard, dans le secteur extractif. Je cherchais un emploi, on m'a proposé un poste de secrétariat, donc rien de très spécifique, pour une jeune compagnie de forage minier qui était dans l'exploration, qui se créait au Burkina Faso et qui avait besoin d'appui. Donc, j'ai goûté, j'allais dire, à beaucoup de secteurs, l'ARH, la finance, relations communautaires, relations gouvernementales, un peu de tout. Et de là, j'ai demandé en fait à rejoindre un petit peu le développement communautaire. Et donc, j'ai quitté cette boîte-là pour travailler chez une compagnie minière qui était en construction. Donc, j'ai vécu toutes les péripéties et les difficultés de cette phase-là. Et ensuite, quand on est parti en opération, j'allais dire, j'ai gravi un peu les échelons. Je suis venue un peu au niveau régional d'une compagnie minière pour regarder un peu plus les stratégies, les plans d'action suite aux expériences passées. Et il y a 3 ans, pour des raisons familiales, j'ai décidé de devenir une consultante indépendante pour gérer l'histoire des enfants. Et donc, ça fait 3 ans que je fais un peu d'audit, d'appui technique, etc., pour le secteur extractif. Et juste en mars, je suis devenue directrice non exécutive pour une compagnie minière située en Afrique de l'Est.
D'accord, d'accord. Bah, ok, en parlant un peu d'Afrique de l'Est, même si Madagascar est d'Afrique du Sud-Est, je dirais, ça nous fait une transition intéressante vers Muriela. Merci pour ta présentation, Rachel. Muriela, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu aux personnes qui vont regarder ce webinaire et expliquer ton parcours et comment est-ce que tu es intégré, rentré dans le secteur des mines? Bonjour, bonjour Rémi, bonjour à toutes les participantes. Donc, je suis Muriela de Madagascar. Mon parcours, apparemment, il ressemble un peu à nous toutes. Rachel, j'ai entendu ton parcours et le mien, il ressemble beaucoup. C'était à la recherche d'un emploi également que je suis tombée dans les mines. Par hasard, je cherchais un travail sur la communication et sur la stratégie et je suis tombée dans une société minière d'ailleurs qui s'appelait Madagascar Resources et je pensais que ça ressemblait à ressources humaines, etc. Or, c'était une entreprise australienne minière et c'était vraiment très nouveau pour moi. Et donc, je suis entrée dedans, ils étaient en phase de recherche et apparemment, comme Rachel, ben voilà, je ne suis pas très différente. Je suis passée par tous les échelons, comme en période de recherche, il n'y a pas beaucoup d'employés, donc on fait multitâches, on fait les ressources humaines, on fait la logistique, on fait la stratégie et surtout, je suis passée dans tout ce qui est autorisation pour faire la recherche, tant pour avoir les permis environnementaux, renouveler les permis de recherche, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les mines en 2004, vraiment au début de ma carrière. Et aujourd'hui, je suis également consultante du fait que j'avais continué d'autres projets et que je suis restée consultante auprès de plusieurs entreprises minières. J'ai été, par exemple, dans les mines, j'ai été dans la commission communication et la commission RSE de la Chambre des mines de Madagascar. J'ai été parmi les fondatrices de la Chambre des mines de Madagascar, qui à l'époque s'appelait encore ASPIM, Association pour la promotion de l'investissement minier. Et aujourd'hui, on a ouvert récemment en 2019 la branche de l'International Women in Mining, qui est aujourd'hui la Women in Mining and Resources à Madagascar aujourd'hui. D'accord, Voilà. donc ça montre bien la diversité des différents profils. J'apprécie beaucoup le fait qu'on ait des voix de pays très différents qui sont, bien sûr, ont une réalité différente aussi par rapport à la question du développement inclusif et du secteur minier. Mais de par vos différentes expériences, ça montre aussi donc en particulier différents profils et on va pouvoir en discuter dans ce webinaire. J'apprécie le temps que vous avez aussi passé pour la préparation de ce webinaire jusqu'à présent. Mais je pense qu'on voulait commencer un peu avec Dr. Rokhaya, si ça vous semble pertinent, peut-être à discuter un peu de manière un peu générale sur la question de l'employabilité des femmes en Afrique en 2022 et un petit peu en regardant en particulier le cas du Sénégal. Comment est-ce que vous pouvez nous donner une vision d'ensemble de la situation au Sénégal et dans les pays voisins et peut-être de certaines difficultés qu'il s'agit de mêler de front? Je vous écoute, Rokhaya. Je crois que vous êtes en mute. Oui, merci beaucoup. Merci Rémi. Donc, rebonjour à toutes et à tous. En fait, quand on parle de l'employabilité, en général, peut-être on peut s'intéresser, on peut dire que c'est l'aptitude de trouver et conserver un emploi, progresser au travail et s'adapter au changement. Et donc, tout au long, certes, de la vie professionnelle. Et en Afrique, quand on parle d'employabilité, il ne faut pas seulement nous concentrer sur les métiers, sur les cadres supérieurs. Parce que, bon, il y a toute une gamme d'emplois autour du secteur, si on s'intéresse spécifiquement au secteur minier. On se rend compte qu'actuellement, on a de plus en plus de femmes dans le secteur parce que tout simplement, il y a des stratégies qui sont développées et les législations aussi sont favorables à cela. Si nous prenons le cas du Sénégal, par exemple, d'après une étude de faisabilité que WIM a fait, appelée WIM Index, donc sur WIM Index dans le secteur minier, on a remarqué que 8,4% des travailleurs sont des femmes. En quelque sorte, si nous prenons également le rapport ITIE, donc, qui a été publié récemment, en 2021, nous voyons que nous avons 54 femmes cadres pour 372 cadres supérieurs hommes.
Et également, en termes de techniciens, on se retrouve avec 147 femmes pour 741 techniciens. Également, on voit aussi que en termes d'employés, manœuvres, ouvriers, apprentis, on se retrouve avec 203 femmes sur 2339 hommes. Oui, donc ça, on est entre 10 et 20% voilà, au mieux voilà, et 10% dans la au mieux. Oui. Et ça, c'est juste dans le champ des 26 entreprises qui sont retenues, donc dans le cadre de l'ITIE. Quels sont les défis, les problèmes pour les femmes? On a des femmes entrepreneurs qui commencent maintenant à s'imposer parce qu'on parle de contenu local également au Sénégal, et qui dit contenu local parle d'emploi local. Les femmes commencent à s'imposer dans l'entrepreneuriat, mais on se rend compte qu'en termes d'achats locaux, elles n'ont pas vraiment la barre, quoi, parce que les gens n'ont pas très confiance. Et puis, il y a aussi un problème d'accès au financement qui se pose à ces femmes. Si on prend dans le secteur de la gouvernance, par exemple, au niveau de l'administration, au moins là, il y a quelques efforts qui sont faits parce que sur 3 directeurs, 2 sont femmes. Et quand on va plus en bas, on se rend compte que toutes les coordonnatrices de cellules, sur 8 cellules, c'est géré par des femmes. D'accord. Aussi, bon, au niveau des communautés, on a aussi quelques petits problèmes avec les inquiétudes liées à la survie des activités productives, les pertes de terre, la pollution de l'air, les faibles opportunités qui s'offrent à ces femmes. Mais je vais pas trop insister parce que je sais qu'il y a une autre question qui va venir peut-être sur l'apport des compagnies. Mais il faut aussi retenir que les femmes sont très présentes aussi dans l'exploitation artisanale. Parce que la plupart des petits métiers sont réalisés par les femmes. Voilà, donc je ne vais pas trop... Non, c'est très bien. Je vous remercie en particulier parce que non seulement vous mettez bien en place le cadre dans lequel on est avec des chiffres actuels, mais comme on va parler effectivement avec Maureen de la position un peu des Eramet et des initiatives faites, mais il est très important de mentionner la part très importante du secteur informel ou des petites productions minières sur lesquelles on travaille aussi. Et c'est pour ça qu'on a, en particulier dans le cas de Madagascar ou d'autres, et je sais que Paul et Rachel vont aborder le sujet, mais parmi donc ces différents acteurs, il y a effectivement certaines compagnies formelles, structurées comme Eramet. Est-ce que je peux peut-être donc tourner vers vous, Maureen, et vous poser un peu la question sur quand on parle de l'aide à la capacitation, de la capacité à intégrer des formations dans un parcours qui permettent justement d'augmenter la part de femmes. Et la part, c'est aussi dans un domaine de contenu local quand on parle de membres des communautés, mais en particulier des femmes, pour qu'elles aient un rôle plus important dans le secteur minier à l'avenir. Quelle est un peu votre position? Oui, en fait, on travaille dans tous nos pays sur le fait d'attirer les jeunes femmes dès un plus jeune âge, en fait, parce que c'est bien ça le problème aussi au départ. Et c'est vrai que si on regarde, si je prends par exemple en France, en fait, quelques chiffres, les jeunes filles qui sont dans les bacs scientifiques, c'est pas loin de la moitié puisqu'on est à 47%. Par contre, elles disparaissent du radar quand on arrive dans les écoles d'ingénieurs parce qu'après, on descend à peu près à 28%. Et après, elles disparaissent encore une fois quand il s'agit du secteur minier. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les chiffres dans le monde, on parle entre 8 et 17% de femmes dans le secteur minier. Si je regarde chez Eramet, aujourd'hui, on est un peu mieux dans certains pays puisqu'on varie entre 10 et 20. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Sénégal, c'est peut-être le pays minier où nous sommes implantés, où on a vraiment besoin d'augmenter le nombre de femmes dans l'entreprise aujourd'hui. Ce qu'on constate, par contre, c'est que même si les femmes, le nombre n'est pas là où on le souhaite, et on travaille là-dessus, on a proportionnellement plus de femmes dans les postes cadres par rapport dans l'effectif globalement, en fait. Donc, c'est-à-dire quand elles y arrivent dans l'entreprise, déjà faut-elles être attirées par l'entreprise, elles montent, en fait, elles ont des capacités et elles ont des postes à responsabilité et proportionnellement plus que les hommes, en fait. Donc, j'ai envie de dire que ça, c'est plutôt le point positif des choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on travaille beaucoup pour attirer les femmes, il faut aussi que les femmes, elles osent aller vers le secteur minier. Et c'est là où on a besoin depuis tout l'écosystème, que ce soit des institutions, que ce soit aussi les familles.
que ce soit les communautés. C'est vrai que dans certains pays, le poids de ça est très lourd, en fait. Donc, en parlant avant, Rémi, vous m'avez demandé aussi de parler qu'est-ce qu'on fait en termes de formation. Donc, je peux parler un certain nombre de choses. Je ne vais pas aller dans le détail sur tout. Mais si je regarde, par exemple, au Gabon, aujourd'hui, donc un autre pays dans lequel on a beaucoup d'activités, on a mis en place un Fab Lab, en fait, dans la région où on a notre mine à Moanda. L'objectif aussi, c'est de travailler sur la formation dans tout ce qui est innovation digitale. Et donc là, on a sélectionné 26 jeunes, en fait, sur ce programme-là. On a eu 400 candidatures et on a fait en sorte d'avoir un équilibre entre les jeunes hommes et les jeunes femmes là-dessus, donc 50-50. On commence aussi à se rendre compte qu'on n'a peut-être pas été assez inclusif non plus dans nos façons de publier nos offres. Donc aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'on ne parle plus de conducteur d'engin, on dit aussi conductrice d'engin. Ça semble anodin, mais aujourd'hui, on a réussi à quand même avoir une dizaine de femmes au Gabon qui sont des conductrices d'engin. Ça peut sembler minime, mais on est quand même, c'est un sacré avancé par rapport à ce qui était le cas avant. On travaille aussi dans les people reviews. On a aussi ce qu'on appelle Best Woman for the Job aussi, où on travaille sur le montée en compétence des femmes et on pousse les gens vraiment à identifier les meilleures femmes pour le job, aussi pour que ça ouvre aussi les perspectives. Et on a quand même, parce que ce n'est pas forcément à elles qu'on pense. On a mis en place aussi depuis 1 an et demi en partenariat avec une entreprise qui est basée en France, mais avec une expérience aussi sur l'Afrique, parce que c'est quand même là où on a le cœur de nos activités aujourd'hui. On a mis en place un certain nombre de formations pour les femmes, donc leadership au féminin, des programmes pour les jeunes femmes, marketing de soi. Et aujourd'hui, on a une trentaine de femmes qui ont bénéficié de ces programmes. On augmente le nombre tous les ans. En fait, on va avoir jusqu'à 25 cette année. Donc, surtout les femmes qui sont basées en Europe et en Afrique aujourd'hui. Et on travaille, on va dire, continuellement pour étendre l'offre parce qu'on a aussi les mines en Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai qu'on doit aussi travailler là-bas parce que là-bas aussi, on n'a pas suffisamment de femmes dans les activités. On a aussi un réseau interne qui s'appelle Women at Eramet. Women at Eramet, aujourd'hui, il y a 300 collaboratrices et collaborateurs parce qu'on l'ouvre bien sûr aux hommes. Et ce réseau avec lequel on travaille en étroite collaboration en ADRH, on met en place un certain nombre de webinaires tout au long de l'année qui sont ouverts à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Et on a lancé aussi un programme de mentoring il y a 2 ans à travers Women at Eramet aussi. Donc, beaucoup de choses, j'en parlerai d'autres. Voilà, donc le mentoring, on a mis en place des formations vraiment pour les femmes. On travaille aussi avec les localités, justement ça, je reviendrai un peu plus tard, pour monter en compétence les femmes. Et on change aussi pour bousculer les stéréotypes, les biais inconscients. C'est vrai que rien que dans les offres d'emploi, en lisant, franchement, on lit conducteur d'engin, typiquement, ça ne donne pas très envie à une jeune fille de vouloir postuler, en fait. Inconsciemment, elle est déjà exclue, en fait. Donc, il y a tout ce travail de comment est-ce qu'on publie de manière inclusive nos offres pour attirer les jeunes femmes. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est très intéressant d'écouter d'ailleurs peut-être Paul sur toute cette question-là, puisque Paul, tu as à la fois la vision d'une compagnie comme IAMGOLD et puis après ton travail que tu as fait à Cohérence. Mais je sais sur l'importance des mots, non seulement conducteur, conductrice. En préparant, on parlait de la question du leadership au féminin. Il n'y a pas de leadership au féminin, comme vous le disiez non plus, mais c'est une manière de le montrer ou de le communiquer pour attirer justement des profils différents. Et c'est vrai qu'au niveau des ramen, vous avez même votre CEO est une femme, ce qui est assez rare dans le secteur des mines. Hein. Il y en a d'autres comme Torex Gold, comme il y en a même chose à IAMGOLD d'ailleurs, qui a pour l'instant une présidente par intérim qui est féminine. Mais justement, ça montre un peu ce mouvement et qu'au niveau du cadre de management, il y a un progrès qui est fait. Après, effectivement, il y a d'autres réalités qui est au niveau des emplois quelquefois moins développés ou moins, on va dire, moins cadres, ou en tout cas certaines logiques aussi dans des structures minières qui sont beaucoup moins structurées que celles de Eramet. Et Paul, j'aimerais beaucoup avoir ton point de vue là-dessus sur les pays où tu as été. Je t'ai fait une très longue introduction. Oui, non, c'est bien, merci. Alors, effectivement, j'ai eu la chance de travailler. L'ambassade du Canada avait fait une étude sur la question des femmes dans le secteur minier il y a 2 ans et j'y ai participé. Et je rejoins à peu près on avait à peu près les mêmes chiffres que ce que Rokhaya et Maureen présentaient, c'est-à-dire 16%, 17% au Canada.
Pas beaucoup quand même. Mhm. Moi, je suis moins positive que Rokhaya et Maureen. Et au Burkina, là, j'avais gardé une échelle parce que ça passait de 3% à 12%. Fait que la moyenne, c'est effectivement 8, là, 3% à 12. On aurait pu dire ça, mais je préférais garder 3% et 12 pour montrer à quel point, pour arriver à 16 ou arriver à 12 au Burkina Faso ou au Sénégal, ça prend énormément d'efforts. Et c'est ce qu'on entend de Maureen quand elle présente tous les programmes qu'ils ont mis en place, puis les échanges entre les mines dans différents pays. Puis quand on pense à l'importance d'une organisation minière comme celle d'Aramet, on peut comprendre qu'ils ont les moyens aussi. Et donc le 3%, c'est si on ne fait rien, ça va rester 3%. Donc, ça prend énormément de bonnes pratiques. Et je suis d'accord avec Rokhaya de dire tous les postes à tous les niveaux sont importants, pas uniquement ceux au niveau des postes de responsabilité. Mais si on veut amener les femmes dans les postes de responsabilité, ça prend des plans de carrière, ça prend des accompagnements. Et il faut vraiment y aller le morceau par morceau, aller les chercher une par une ou à peu près. C'est ce qu'on a l'impression et c'est la même chose au Canada. Parce que 17%, on est allé les chercher une après l'autre aussi. C'est la même chose. Si on compare à d'autres secteurs qui sont à 40, 50 et même à 80%, il y a des secteurs qui sont principalement féminins ici. Donc voilà, c'était juste une petite... Non, tout à fait. Tu mentionnes en particulier le cas burkinabé, peut-être pour Rachel, si tu avec ton expérience au Burkina Faso, puis dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire aussi, sont très intéressantes là-dessus. Est-ce que tu peux m'aider à essayer de peut-être d'étendre un peu aussi au sujet de pas uniquement les grandes compagnies, mais voir comment est-ce qu'on peut augmenter l'employabilité des femmes de certaines communautés minières? Et quand je dis minières, pas uniquement, ça peut être artisanal. Quels sont les besoins ou les outils, les instruments que tu as vus qui ont été avec un taux de succès élevé ou que tu souhaiterais mettre à notre connaissance? Effectivement, je rejoins ce que Paul vient de dire, et c'était ce que je pensais quand j'écoutais Maureen parler, c'est que pour permettre aux femmes d'être embauchées ou d'avoir un travail au sein du secteur minier, ça ne se fait pas tout seul. Il faut être proactif, il faut faire un effort, il faut faire un accompagnement, il faut qu'il y ait vraiment un focus dessus. Et donc, je voulais juste expliquer une petite expérience qu'on a eue sur un site en construction. En fait, j'ai beaucoup travaillé, collaboré avec le directeur de ressources humaines à l'époque en disant, OK, on a une problématique parce que les femmes sont illettrées, elles veulent vraiment travailler, mais elles ne savent pas comment, elles ne savent pas quelles compétences il faut qu'elles acquérissent pour pouvoir rentrer sur le site minier, disons. Et donc, le département de ressources humaines a conçu, j'allais dire, un plan de carrière, mais juste sur 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont donné la chance aux femmes de rentrer sans compétences. Il y avait un accompagnement très fort du département formation ressources humaines pour les accompagner sur des mois avec beaucoup de tests oraux, pratiques, techniques, etc., pour leur permettre d'arriver à être un flag woman ou à conduire quelque chose, si elles avaient un permis de conduite, regarder différents postes d'entrée et en fait les accompagner pour que quand la mine rentre en opération, qu'elles puissent rentrer également. Alors, ce n'était pas juste les femmes, il y avait bien sûr la composante des hommes des communautés, mais il y avait un pourcentage qui était réservé aux femmes. Mais c'était un accompagnement très compliqué et j'allais dire un peu risqué. Les compagnies minières n'aiment pas prendre ce genre de risque lors de la construction parce qu'il y a aussi des problématiques de santé, sécurité au travail. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que 5 ans après, quand on regardait les statistiques genre des différentes compagnies minières du groupe, on s'est rendu compte que cette mine-là avait un des plus élevés. Et je pense, selon moi, c'est par rapport à cette initiative qui a eu lieu des années auparavant. Non, c'est très intéressant. On commence déjà à aborder un peu des points de vue de solutions, des idées d'options à mettre en place qui pourraient amener des bons résultats. Juste pour intégrer aussi Muriel dans la conversation, parce que le cas de Madagascar est intéressant. On est vraiment sur une juridiction naissante, on va dire, d'un point de vue minier. On a des gros projets avec Sumitomo, Rio Tinto, qui est depuis un petit moment, mais il y a peu de projets, mais vraiment des développements de législation, si j'ai bien compris, avec le nouveau ministre qui vient d'arriver la semaine prochaine, la semaine dernière, qui s'en met un bon mouvement vers le développement minier dans le pays. Quelle est ta vision, toi, peut-être, et ton expérience par rapport au secteur informel, en particulier à Madagascar, ou des initiatives qui ont été faites peut-être aussi au niveau des ministères dans les dernières années à Madap, s'il te plaît, Muriel? Oui, est-ce que tu m'entends, Rémi? Oui, tout à fait. J'ai eu un souci de
D'accord, ok. J'ai eu un souci de connexion, donc je suis vraiment désolée, il pleut énormément. Donc, par rapport à Madagascar, en fait, oui, effectivement, nous avons eu notre ministre des Mines récemment, la semaine dernière, le 16 mars, le mercredi dernier, qui est un ministre qui est dans le secteur depuis très longtemps. Excuse-moi parce que j'ai eu un petit souci de connexion. Tu pourrais répéter la question parce que j'ai entendu un bas de vie Rio Tinto, effectivement. Je vais essayer de parler plus doucement, mais peut-être une vision d'ensemble sur la place de la femme dans le secteur minier à Madagascar, de manière très, très générale, si c'est possible. Très bien, oui, désolée. Alors, sur la place de la femme à Madagascar, effectivement, comme il a été dit tout à l'heure, nous avons que 2 industries vraiment minières, grandes industries au nom de Ambatvi et de Rio Tinto. Donc, pour l'heure, oui, à peu près, il y a une estimation d'environ 10% dans ces 2 entreprises minières au niveau de l'employabilité pour la place des femmes, tant au niveau des cadres directeurs qu'au niveau des ingénieurs. Et également, nous avons quand même des femmes qui sont, par exemple, des conducteurs de gros engins. Au-delà de ça, en revanche, on a beaucoup d'informels. Pour les petites mines, et notamment dans les petites mines, on remarque que sur le terrain, vraiment dans des endroits vraiment des endroits enclavés, parce que Madagascar est vraiment énorme par rapport à sa superficie et donc très difficile d'accéder aux différentes mines. On remarque qu'au niveau des petites mines, pour tout ce qui est orpaillage et notamment des pierres précieuses et pierres fines, on remarque beaucoup plus de femmes qui font le travail sur terrain. Peut-être parce que, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce qu'elles ont les mains plus fines, elles ont l'œil beaucoup plus, elles ont l'œil au niveau de tout ce qui est artisanal, parce que vraiment, c'est artisanal. Et donc, il y a beaucoup plus de femmes accompagnées de leurs enfants. Mais là, jusque-là, on n'a vraiment pas de statistiques concrètes. Au niveau genre, on n'a pas de statistiques au niveau des mines et encore moins le pétrole parce qu'on n'a pas d'industrie pétrolière. Et par rapport à ça, ce qu'on remarque, c'est que oui, au niveau des écoles, il y a beaucoup plus de femmes qui commencent à étudier au niveau de la géologie, de la gémologie et tout ce qui est de l'ingénierie. En revanche, c'est très difficile pour moi de donner des statistiques, mais on remarque des femmes surtout sur les petites mines, beaucoup plus. D'accord, ça me permettait, je pensais qu'il était important vraiment de mentionner, on a une tâche très, très ardue d'essayer de parler de la position de la femme dans le secteur minier avec la complexité des juridictions et la complexité des différents projets, mais je pensais qu'il était important d'aborder, de mentionner très clairement cet objectif qui est très large, mais de voir un peu aussi maintenant d'un point de vue plutôt sur les politiques publiques ou l'implication des différents gouvernements. Je repère mon français, c'est incroyable, et de voir peut-être le point de vue du Sénégal, peut-être commencer par vous, Rokhaya, de voir un peu quelle a été la position d'un ministère des Mines qui est plus avancé, plus développé que celui du Madagascar, par exemple, mais qui permet d'essayer de promouvoir cette employabilité ou ces formations pour faciliter et intégrer la question du développement des communautés de femmes aussi dans les projets miniers. Je serais très heureux de vous entendre un peu de votre point de vue, Rokhaya. D'accord, merci beaucoup. En fait, le ministère des Mines, quand même, il faut le dire, s'appuie sur le code minier. Mais avant le code minier, on a la vision minière africaine, donc la vision du régime minier pour l'Afrique, qui, dans ses différentes dispositions, incite les États à prendre en charge le renforcement de capacité des femmes, leur accompagnement pour des projets, pour l'autonomisation. Il y a différents points. Également, nous avons le fait d'avoir des associations assez dynamiques, donc comme Women in Mining, je le dis encore une fois, qui lors de la revue du code minier s'est impliquée et a eu à faire passer des dispositions en faveur de la présence des femmes dans le secteur minier, en faveur de la non-discrimination en termes de salaire et d'emploi, mais aussi en faveur de l'autonomisation, qui revient encore pour le code minier lorsque l'État institue un fonds d'appui au développement local. Il insiste pour qu'une partie de ces fonds soit dédiée à des projets d'autonomisation des femmes.
Également, dans la mise en œuvre de tout cet arsenal-là, il y a eu à développer un fonds d'appui, non, c'était un fonds minier de développement, un fonds social de développement où on a eu à prendre en charge des activités qui profitent aux femmes, des infrastructures sociales de base qui permettent de réduire la pénibilité du travail des femmes, qui permet aussi d'assister les jeunes filles. Et aussi, il y avait des programmes de bourse. Donc, quand on parlait tout à l'heure de formation, il y a des programmes de bourse donc, qui incitent les jeunes filles à rester à l'école et à suivre des formations scientifiques. Parce qu'on a des instituts de formation de géologues, des instituts de sciences de la Terre, etc. Donc, qui sont là et qui incitent la promotion, donc la participation des filles, qui les poussent à rester à l'école. Et une autre activité, c'est l'organisation des journées des sciences de la Terre, donc qui facilite aussi la communication en termes de métiers, sur les géosciences, et qui a permis vraiment de booster la présence des filles dans ces métiers-là. Également, on a la stratégie nationale pour l'équité, et donc c'est vraiment des références qui ont permis à l'État d'implémenter dans le code toutes ces dispositions-là en faveur du genre et particulièrement de la femme et de la jeune fille. C'est très intéressant ce que vous mentionnez. J'aimerais bien avoir peut-être les réactions de Muriela et de Maureen là-dessus. Alors, Muriela, peut-être pour ce qui se fait aussi sur Madagascar à ce niveau-là, et puis voir un peu comment engager avec les différents acteurs miniers, on va dire, établis, qui peuvent être des vecteurs de développement. Mais avant d'arriver sur cette question d'acteurs miniers établis, peut-être Muriela, sur l'aspect des communautés un peu plus informelles ou un peu plus, on va dire, traditionnelles, est-ce qu'il y a des activités que tu souhaiterais mentionner sur ce que fait le gouvernement à Madagascar ou ce que souhaite faire le gouvernement de Madagascar pour faciliter le développement durable ou en intégrant des notions de ESG et donc du rôle de la femme aussi dans la question de governance social en particulier à Madagascar, que tu souhaiterais souligner? C'était une très longue question, excusez-moi. Merci Rémi. Alors pour le traitement de tout ce qui est genre à Madagascar, sur le code généralement aujourd'hui, comme je disais, nous on est vraiment un pays encore très jeune au niveau minier. C'est vraiment un pays jeune où on est entré récemment dans les mines et qu'on n'a pas encore énormément développé. On est encore à la recherche vraiment de la stabilité si on compare au Sénégal ou d'autres pays en Afrique. Et justement, on est là pour prendre les bonnes pratiques d'ailleurs. Et une des priorités justement du nouveau ministre qui vient d'entrer, c'est de refaire ce code minier, de reprendre ces codes miniers dans la mesure où, par exemple, le code minier, en parlant de genre, d'autres aspects à renouveler, d'autres aspects à renouveler au niveau minier sur le marché en lui-même, mais si on parle vraiment au niveau des femmes et social, notre code minier tend notre code sur l'environnement, sur ce qu'on appelle le décret Messier sur l'environnement, on parle que de l'environnement. On parle d'études d'impact environnemental, mais pas du tout du social. Et donc, tout ça, le nouveau code minier qui est en train de se faire là, qui a été d'ailleurs qui a déjà commencé, on a commencé la refonte il y a longtemps, mais aujourd'hui, il est de nouveau sur les rails et on espère que ça va se faire cette année. Il y aura justement cet aspect social et cet aspect genre. Et sur ce, il y a beaucoup d'organismes également qui travaillent pour que ça puisse se mettre en place, tel que l'UNICEF, par exemple, qui travaille beaucoup sur les femmes et sur les enfants. Également, nous, quand on a mis en place la Women in Mining and Resources Madagascar, on travaille beaucoup et justement, on est beaucoup aidé par l'International Women in Mining dessus. Ça nous permet de faire connaître comment les femmes peuvent être intégrées. Et pour la refonte de ce code minier aujourd'hui, on a vraiment un comité des parties prenantes
où il y a l'État, les investisseurs, petites mines et grandes mines, et il y a également la société civile dans laquelle on est intégré, on écoute les femmes et on va mettre en place un système là-dessus. Pour l'instant, il y a aussi d'autres organismes comme le GIZ ou les Australiens qui aident beaucoup également pour l'autonomisation des femmes, notamment par exemple dans le sud à Saqqara, où il y a beaucoup de pierres précieuses et on les aide à vraiment connaître mieux les pierres parce que déjà, ce sont vraiment des zones très enclavées, donc elles ne connaissent même pas, elles voient des pierres, mais elles ne connaissent pas la valeur, ni qu'est-ce que c'est, ni quoi que ce soit. Donc, on les forme déjà sur qu'est-ce que c'est, quelle est sa valeur, comment la tailler, et après, on cherche des débouchés pour ça. Donc, il y a beaucoup à faire encore à Madagascar. C'est vraiment un pays. Ils essaient au maximum. Et d'ailleurs, la première dame elle-même fait tout pour promouvoir la femme. Et on en est là. On a beaucoup à faire, mais on n'est pas en retard. On va prendre exemple sur tout le monde. Très bien. Mais justement, c'est l'un des objectifs peut-être de ces webinaires, de discuter de différentes bonnes pratiques dans différents pays. Tu as mentionné de manière très importante le rôle des différentes institutions, organisations de développement comme les Allemands, les Suédois, les Européens. Enfin, il y a différents projets avec lesquels nous on travaille. On travaille beaucoup avec la Banque interaméricaine de développement aussi sur le continent sud-américain sur des questions de genre. Sur le continent africain, je sais que c'est un petit peu moins développé, cette structure, on va dire, d'accompagnement au développement inclusif. Pour des questions de formation du code minier, là je me tourne un petit peu vers Maureen, souvent le driver nous qu'on voit dans différents pays, c'est de voir justement que travailler avec des entreprises qui sont, on va dire, un peu plus en avance sur leur aventure dans le développement inclusif, ça permet justement de manière très très virtueuse d'essayer de donner des idées de développement d'un code minier qui sont plus compatibles avec des objectifs de développement inclusif. Maureen, quand vous travaillez, sans vouloir divulguer, au Gabon, quand vous travaillez au Sénégal, dans d'autres endroits, comment est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les acteurs gouvernementaux locaux ou avec peut-être l'aide à la définition de chapitres supplémentaires de ESG de SNG, surtout dans le code minier? Ça, j'avoue, je vais avoir un petit peu de mal à répondre parce que ce n'est pas un domaine sur lequel j'ai creusé là-dessus étant assez récent. En tous les cas, dans les équipes, dans tous nos sites miniers, on a des équipes affaires publiques et RSE en fait, qui sont dédiées à ça. Donc, des équipes au Sénégal, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai que c'est peut-être en Gabon où on a plus de choses avancées en termes de qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les institutions. Il faut dire qu'aussi, on est en présent depuis plus longtemps au Gabon par rapport au Sénégal. Le Sénégal, on a repris il n'y a pas très longtemps, en fait, le site qui était opéré par un autre industriel avant notre arrivée. Donc, au Gabon, par exemple, on a travaillé avec le gouvernement pour monter une école de mines, en fait, qui est proche de notre site à Moanda. Donc, une école de mines sur laquelle on travaille sur la formation d'ingénieurs des mines et aussi Bac+2. Et on est en train aujourd'hui d'étendre le nombre de programmes qu'on propose dans l'école de mines. Et avec l'objectif, bien sûr, qu'on recrute un certain nombre de ces jeunes étudiants une fois qu'ils ont terminé, ils font des stages chez nous aussi. Voilà, donc on fait attention au recrutement par rapport à l'homme-femme. Maintenant que j'ai repris les casquettes de diversité et inclusion, je vais être encore beaucoup plus regardant là-dessus. Donc, je travaille avec le directeur des études là-bas. Donc, l'école de mines, par exemple, on travaille là-dessus. On travaille aussi avec Women in Africa. Encore une fois, on va monter prochainement, ce n'est pas encore fait, un partenariat avec eux pour monter un programme d'entrepreneuriat pour les femmes au Gabon. L'objectif étant de former 130 entrepreneuses sur 3 ans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est dans le pipe où on va bientôt lancer l'appel à candidature là-dessus. Et plus globalement, en Afrique, on travaille avec les JFD, en fait, qui est les jeunes femmes dans le digital. L'objectif étant aussi d'ouvrir les femmes aussi sur ces métiers-là. Dans la mine, on parle de la mine 4.0 aussi. Donc, effectivement, on ne va pas transformer tous nos métiers et ça sera bien dommage parce que voilà, c'est un métier de la terre, il faut le toucher, mais il y a un certain nombre de métiers aussi qu'on va forcément, le numérique, c'est important. Et donc, on travaille avec les JFD aujourd'hui. Cette année, la marraine pour les prix, c'était
CEO, donc Christelle Bory, qui est effectivement une des rares femmes en tête d'une entreprise minière. Et elle porte haut et fort et elle incarne beaucoup aussi le nécessité de féminiser aussi le secteur minier. Voilà, donc Pôle des mines, travailler avec les JFT pour former des femmes et prochainement aussi avec Women in Africa, cet hub qu'on va monter aussi pour former des entrepreneuses sur l'Afrique. Voilà, c'est quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que vous commencez à aborder un sujet très important qui est effectivement l'aide à la diversification économique et le soutien aux entrepreneurs locaux et en particulier les entrepreneurs féminins. Et on a fait beaucoup de webinaires là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est très intéressant à aborder. Ça amène quelques problèmes qu'il peut y avoir. Je sais qu'avec Paul, on mentionnait la question de l'accès à la terre, en particulier quand on arrive à essayer de faire en place des mises en place de développement, de diversification économique avec des projets alimentaires, par exemple, ou des projets qui, dans le cadre de l'accès à la terre, peuvent être aussi liés avec de la mine traditionnelle. Comment est-ce qu'on peut avoir ces meilleures pratiques pour essayer de faire en sorte que ce soit de la part du RSE de l'entreprise ou que ce soit par différentes initiatives d'agences de développement, qu'on arrive à bénéficier en particulier aux femmes et qu'on arrive à passer au-delà de certains problèmes juridiques ou de politique publique qui limitent leur croissance. Je me tourne vers toi, Paul, parce que je connais ton expertise là-dessus. Je serais très heureux d'entendre Rachel aussi sur ces questions-là avec différentes bonnes pratiques dans différents pays. Paul, à toi, s'il te plaît. Oui, alors là aussi, je reviendrai un petit peu sur la question de la législation à deux niveaux. D'abord, les fonds de développement minier qui sont vraiment une avancée extraordinaire dans les codes miniers à peu près partout, en tout cas en Afrique de l'Ouest. On a eu cette vague de refonte de codes miniers, puis dans lequel est apparu les fonds de développement qui permettaient d'aller chercher une grande partie des redevances et de les redonner à l'ensemble des communes, puis surtout aux communes riveraines. Et là, les fonds de développement minier étaient vraiment une occasion d'avoir des plans locaux de développement qui étaient vraiment ancrés dans le système. Et non de la RSE où la mine fait des projets, mais ce n'est pas dans une cohérence de développement pour l'ensemble d'une région. On ne peut pas travailler comme ça quand on est en développement. Donc, les fonds miniers, c'était ça, mais je sais que la FEMIM, entre autres, a fait un grand plaidoyer pour qu'il y ait une clé de répartition sur les projets de femmes, parce que sinon, ça restait quand même assez général. Oui, il y a les politiques genre, mais je trouve qu'il n'y a pas toujours ce lien-là. Un pays comme le Burkina, c'est un pays qui était extrêmement avancé en termes de réflexion sur le développement genre. Puis tout d'un coup, dans le secteur minier, moi, je ne retrouvais plus ça, ou beaucoup moins. Donc, en tout cas, je sais qu'il y a eu un travail de plaidoyer pour une clé de répartition pour s'assurer qu'il y a des projets. Et je dirais aussi des projets structurants. Parce que ce qu'on retrouve souvent dans les fonds de développement minier, c'est des petits projets d'autonomisation des femmes. Bon, on fait du savon. J'ai rien contre ça, mais ce n'est pas nécessairement des projets structurants. Ça prend souvent une analyse régionale pour sexo-spécifier, où on fait vraiment une analyse de genre, pour vraiment développer des projets qui vont permettre à l'après-mine que les femmes puissent, qu'il y ait une véritable autonomisation sur un long terme. Sinon, on est dans des petits projets qui peuvent finalement, après la mine, tomber à plat. Alors ça, c'était une question. Puis une autre question sur laquelle je voulais revenir, c'était sur la question justement du foncier au moment de la relocalisation. Donc, quand la mine s'installe et qu'on a à faire ce qu'on appelle les déplacements ou les relocalisations involontaires, donc déplacer des gens, on sait qu'on travaille sur l'utilisateur de la terre, sur celui qui utilise la terre. Donc, c'est très rare qu'on a des titres fonciers. En tout cas, en Afrique de l'Ouest, il y en a très peu. Donc, on travaille sur les gens qui utilisent la terre, qu'ils soient orpailleurs ou agriculteurs. Et là, les femmes sont complètement invisibles. On négocie uniquement avec des hommes, c'est les chefs de famille. Et là, ça me frappait à quel point toutes les belles théories de développement qu'on avait dans le secteur développement se perdaient complètement dans cette question de relocalisation, de réinstallation. Là, les femmes étaient complètement absentes et on les retrouvait une fois la mine installée dans des petits projets d'autonomisation. Mais là, vraiment, elles peuvent y perdre beaucoup dans ce moment-là. Et je pense que là, on a un travail de législation sur toute la question de la réinstallation, sur les décrets de compensation. On est souvent dans des vieux décrets qui étaient de 25 ans. Et donc, il y a un travail de réflexion à faire parce que sinon, on se base uniquement sur les bonnes pratiques de l'IFC qui, là, ont une volonté d'intégrer les femmes, mais ce n'est pas de façon systématique et ce n'est pas intégré dans la législation
de chacun des pays. En tout cas, c'était un aspect que je trouvais important. Non, très intéressant. Peut-être, Rachel, si tu veux réagir là-dessus, à la fois sur la question des chèques et des fonds, excuse-moi, j'ai oublié le terme, les fonds de développement minier, excusez-moi, bien sûr, fonds de développement minier, ou aussi, bien sûr, on commence à apporter la question d'égalité homme-femme et de la mise en adéquation de vision de développement inclusif avec les réalités concrètes du terrain et les réalités du secteur minier. Est-ce que tu voudrais prendre un de ces sujets-là? Je sais que Muriel a commencé à faire un petit peu un signe de la tête quand on parlait de l'impact sur les communautés. On abordera ça rapidement bientôt dans Madagascar, mais je suis très heureux d'entendre ton expérience qui est quand même très pertinente sur ce sujet-là. Je pense sur les fonds miniers, en fait, on est toujours en apprentissage. Je pense que la Côte d'Ivoire a une première expérience. Je sais que j'ai regardé un petit peu ça en audit interne pour une compagnie minière. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de projets d'infrastructures, etc., qui reviennent à la communauté, donc avec les maternités, les écoles, etc., mais qui ne répondent pas forcément aux besoins et aux attentes de la communauté de façon générale. Pardon, il pleut ici aussi. Donc, souvent, les femmes doivent vraiment se battre pour se faire entendre dans ce contexte-là. C'est beaucoup d'enjeux financiers et beaucoup de potentiel pour que ça dérape. Donc, je pense, ça c'est tout ce que je veux dire sur les fonds miniers. Mais par contre, j'ai une petite réflexion. En fait, je suis en train de faire justement un audit en droits humains au niveau de Burkina et de Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a frappé juste aujourd'hui, en fait, en regardant justement la législation autour et les risques possibles, en fait, c'est qu'il y a effectivement des lois qui disent non à la discrimination, qui encouragent l'égalité des emplois, etc. Mais quand on regarde sur les législations de la femme, je trouve plus de contraintes que d'opportunités. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a en fait des postes auxquels les femmes ne peuvent pas accéder de par leur fragilité, qui elles sont, etc. Et même, j'allais dire, dans des choses positives, par exemple, dans le Code du travail, on donne droit, je pense, c'est 2 heures par jour au Burkina, 1 heure par jour en Côte d'Ivoire pour l'allaitement. C'est top, c'est important. C'est difficile à mettre en œuvre dans le secteur minier. Mais encore une fois, je trouve que ça réduit la femme encore à une certaine vision de qui elle est, quel est son rôle, quelles sont ses capacités. Donc, je trouve qu'en termes de législation et d'accompagnement, il y a quand même encore pas mal de choses à faire. Et donc, justement, dans ces revues de droits humains, on voit qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'aspect genre ici en Afrique de l'Ouest. Et je voulais juste aussi ajouter une petite chose par rapport au foncier. Effectivement, c'est compliqué parce que c'est là où le culturel et les standards clashent un petit peu. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, le droit du sol revient aux hommes. Je sais que j'ai essayé de faire pousser que la signature des compensations soit signée par le mari et ses femmes. C'était un non, mais très, très fort. Donc, il faut respecter aussi la culture dans laquelle on opère. Par contre, ce que j'ai remarqué dans d'autres projets, c'est que la femme utilise les arbres et les fruits. Et j'allais dire, souvent, c'est au niveau de l'étude d'impact. Donc, c'est là où je commence à essayer de conseiller certains de mes clients. C'est-à-dire, effectivement, peut-être qu'on ne peut rien faire au niveau des terres, mais il faut commencer aux études d'impact à ne pas se limiter à j'allais dire, des impacts très visibles et obvious en anglais. Évident, merci. Parce qu'en fait, il y a des impacts qui ne sont pas évidents, qui sont peut-être saisonniers ou qu'il faut regarder toute la journée, toute l'année. Donc, le bois, par exemple, l'utilisation de bois, la cueillette, des activités comme ça qui sont très, très importantes pour les femmes et qui ne ressortent pas dans les études d'impact. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est aussi un peu une réflexion sur bien étudier les impacts en incluant l'aspect genre. Quels sont les impacts pour les femmes? Dans le programme de compensation que j'ai fait un peu pareil que Paul, j'ai eu des cas où les maris ont pris la compensation pour leur puits et les femmes se sont rendues compte que les puits n'étaient plus accessibles quand elles allaient chercher l'eau. Bon, ces genres d'impacts, il faut de plus en plus qu'on les prenne en compte en amont pour voir comment on peut le pallier. Est-ce que c'est une compensation monétaire ou est-ce que, dans d'autres projets que j'ai suivis, non, c'est de mettre en place des activités de microcrédit pour les femmes parce qu'elles perdent un revenu par rapport à la cueillette et le bois, mais on peut peut-être leur permettre de développer d'autres activités. Elles perdent le bois de chauffe, mais on les forme aussi dans l'utilisation, par exemple, de foyers améliorés qui permettent de réduire la consommation de bois.
Donc, voilà, des choses Non, parfait. Je vois qu'on arrive presque naturellement à ce qu'on voulait faire dans la troisième partie et dernière partie de ce webinaire, qui était de voir un peu l'impact des investissements miniers sur les communautés en elles-mêmes, mais aussi d'aborder la question culturelle. Je sais qu'on a beaucoup discuté en la préparation de ce webinaire de différentes anecdotes à droite et à gauche. Peut-être d'abord pour commencer par Maureen, quand on parle de la question de rétention des différents talents, la question culturelle, comment forcément, quand on arrive à quelquefois la question de femmes mariées, femmes avec enfants, comment retenir ces talents, comment les développer dans l'entreprise, quelles sont les expériences que vous avez eues, les difficultés que vous avez eues en particulier peut-être avec des personnes au Sénégal ou au Gabon ou autres sur ces questions-là. Et puis après, j'aborderai la question de l'impact sur les communautés avec Muriela en particulier. Merci. D'accord. C'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un sujet auquel une entreprise n'est pas apte en fait à apprendre complètement. C'est vrai que le poids de la société, la famille peut jouer beaucoup et on va travailler petit à petit et avec les femmes pour y arriver. C'est vrai que j'ai parlé avec quelques collègues au Sénégal en fait et elles m'ont dit qu'effectivement le jour où elles ont des enfants, elles ne sont pas sûres que ça va être accepté, qu'elles puissent continuer leur carrière comme prévu en fait. C'est vrai qu'en tant qu'entreprise, voilà, c'est quoi notre place là-dedans? Donc en fait, on met des petits pas à droite à gauche. Donc, typiquement au Sénégal, on travaille avec l'amicale des femmes en fait sur notre site à Diogo, sur lequel il y a de nombreuses initiatives qui sont en cours. Elle travaille beaucoup aussi avec les communautés autour. D'ailleurs, on a fait une belle initiative l'année dernière où les collègues de Paris ont fait une collecte de fournitures pour les enfants, fournitures scolaires, les vêtements par exemple qu'on a fait transporter au Sénégal pour les familles. On travaille aussi justement au Sénégal et en Argentine. On a prolongé dans ces deux pays récemment le congé maternité, pour laisser les femmes un peu plus de temps pour revenir. Au Sénégal, ils sont allés, en Argentine, ils sont allés un peu plus loin aussi pour permettre aux femmes de revenir progressivement au travail, pour leur permettre de continuer à l'été, typiquement. Au Sénégal aussi, dans un accord récemment, on a dit qu'à compétences égales, on va donner la priorité aux femmes pour un poste. On a aussi énormément de travail qui est fait, mais partout où nous opérons, où on est attentif dans les discussions que nous avons avec les communautés localement. C'est vrai que les chefs de village, ils ont tendance à être des hommes à chaque fois. Pour avoir participé à certaines discussions en fait, dans les villages, effectivement, c'est beaucoup les hommes. Par contre, quand vous passez sous l'arbre, il y a les femmes, les femmes, elles discutent et c'est elles qui portent. C'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Oui, on a tous la même expérience. Là, sous les arbres, elles ont beaucoup plus de courage et elles nous disent beaucoup plus clairement les choses quand on passe à l'ombre pour discuter avec elles. Et donc, effectivement, nous, on fait vraiment attention aujourd'hui à ce que les femmes, et on le demande et on le mesure, à ce que les femmes fassent partie des discussions avec les communautés pour éviter que ça soit uniquement le voix de l'homme, en fait, qui nous remonte. Et ça, on fait de plus en plus et on fait vraiment attention avec ça. Et je pense que c'est aussi au Sénégal, on a travaillé récemment sur des groupements d'intérêt économique où on soutient un certain nombre, je crois qu'on a 6-7 aujourd'hui qui sont des GIE qui sont vraiment autour des femmes et la place de la femme. Voilà. Donc tout ça, je pense que le fait que nous, en tant qu'entreprise, on souhaite entendre la voix de la femme et on le dit clairement, qu'on change aussi nos pratiques en termes de congé maternité et les dispositions qu'on met à nos collègues, qu'on fait attention aussi sur les trajets des femmes pour essayer de leur trouver aussi des chambres plus proches du campement ou dans le campement quand elles sont enceintes. Tout ça, ça aide. Mais c'est vrai qu'on va dire, on ne peut pas non plus chambouler tout un système qui est familial et sociétal tout seul. Voilà, donc on s'appuie beaucoup sur les communautés des femmes. Et on va y arriver, je pense, petit à petit pour dire que nous, chacun a sa place. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien. Voilà. Peut-être pour me tourner vers Muriela, pour aborder la question à Madagascar, on avait eu beaucoup de discussions intéressantes sur la culture matriarcale et patriarcale à Madagascar et les relations entre activités minières et structures de la famille. Est-ce que tu veux peut-être me sortir la scientifique moelle de conversation qu'on a eue dans les derniers jours? Ce serait très intéressant d'avoir un peu ton point de vue sur cette situation à Madagascar. Oui, alors sur cette situation à Madagascar,
en fait, j'ai 2 écrans, alors désolée, c'est pour éviter que ça se coupe. Et donc, cette situation à Madagascar, comment ça se passe? C'est que on a plusieurs cultures qui s'interchangent. Par exemple, sur les côtes de Madagascar, on a plus la culture africaine. Et en revanche, au centre de Madagascar, on a plus une culture, on a plus des origines asiatiques et on a une culture plus occidentale. Donc, ça fait déjà une grande différence parce que les femmes au niveau du centre de Madagascar, les Hautes-Terres, on a plus de facilité à discuter, on peut sortir du lot, etc. Quant aux femmes sur les côtes, elles sont plus, comme on dirait, dédiées à rester au fourneau et à s'occuper des enfants. Donc, du coup, on ne leur donne pas trop la parole. En revanche, au niveau de tout ce qui est législation et juridique, Madagascar n'a aucune restriction au niveau des femmes ou des hommes. Les femmes, autant que les hommes, peuvent s'inscrire, peuvent avoir leur propre terre, etc. Mais c'est surtout au niveau traditionnel. Et là est le souci culturel, parce que ici, comme en Afrique, les traditions et la culture parfois sont au-dessus de la loi générale. Donc, c'est là où on a un petit souci. Comme je disais encore, au niveau central, ça va, parce que les femmes peuvent parler. On a même une femme, on a plusieurs groupements d'entreprises qui sont dirigés par des femmes. En revanche, sur les côtes, c'est là qu'il y a beaucoup plus de soucis sur la consultation publique, par exemple. Parlé par, déjà mentionné par Maureen tout à l'heure, où quand on fait une consultation publique pour pouvoir connaître quels sont les besoins au niveau RSE. Je crois qu'on est en train de perdre Muriel là, peut-être progressivement, mais peut-être pour compléter ce que disait Muriel, on a eu beaucoup de discussions sur justement ces audiences publiques, ces consultations des différentes communautés. Il y a maintenant aujourd'hui des outils qui permettent, c'est peut-être l'une des rares bonnes choses de la pandémie de Covid, ça a développé énormément de plateformes technologiques qui permettent de discuter directement avec chaque représentant de la communauté et de leur donner une voix beaucoup plus importante que quand on arrive simplement avec des audiences publiques, ou comme souvent on discute avec un gentleman de 50 ans qui nous bloque l'accès après sur des conversations un peu plus globales sur les membres de la communauté. Donc, il y a vraiment une vraie révolution là-dessus. On va continuer à travailler là-dessus avec un prochain webinaire. Mais je voulais peut-être faire la transition vers Maureen aussi, qui a eu, vers Rachel, pardon, qui a eu des expériences particulièrement intéressantes au Burkina Faso, au Sénégal, sur l'implantation, l'impact des communautés minières sur les communautés de femmes ou les communautés des investissements minières sur les communautés environnantes. Il y a des impacts négatifs, hein, souvent, on en parle souvent à longueur de presse. Il y a aussi des impacts sur l'indépendisation des communautés de femmes ou des minorités. Je sais que tu as vu quelques commentaires sur des maris qui avaient quelques soucis par rapport à ça. Est-ce que je peux te demander, en ayant commencé par le petit sourire et la petite anecdote, peut-être de voir ton point de vue sur cette question d'impact sur les communautés, tant négatif que positif, et si tu peux partager l'anecdote sur le mari qui était malheureux, ce serait très intéressant. Oui, pour moi, il y a deux catégories que j'aimerais brièvement discuter. Une, c'est les jeunes femmes qui sont diplômées, qui ont des postes qualifiés, qui se retrouvent sur les sites miniers. On discute autour d'une bière au bar le soir pour leur demander comment ils trouvent la vie en tant que femme minière. Et il y a vraiment un conflit entre, j'allais dire, un monde un peu occidental, secteur privé, qui leur dit tu es une femme, tu peux tout faire, tu es indépendante, tu as les moyens financiers, tu peux choisir et faire ce que tu veux. Et ce que la société leur dit, qui est une femme, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois être soumis à ton mari, etc., etc. Donc, parfois, ça fait de la peine parce que c'est comme si les femmes tombent entre deux chaises, en fait. Elles arrivent à satisfaire ni l'un ni l'autre. Quand elles veulent se marier, le mari n'arrive pas à accepter qu'elle soit indépendante et qu'elle décide soi-même. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment compliqué. Donc, la culture n'évolue pas au même rythme que ce qu'impose en fait la compagnie minière. Donc, ça, je trouve que c'est
c'est positif dans un sens parce que ça autonomise les femmes, ça leur donne leur indépendance financière, elles voyagent, elles évoluent, donc c'est beau. Mais il y a parfois un prix, un sacrifice à payer en contrepoids. Et puis maintenant, au niveau communauté, je pense que mes collègues qui ont travaillé sur les sites miniers, on est toujours en train de se questionner sur qu'est-ce qu'on peut faire pour des retombées économiques positives aux femmes qui sont vraiment en demande. Et il y avait une expérience qui a été faite en Côte d'Ivoire et ensuite au Burkina, encore une fois pendant la période de construction, que je trouve offre énormément d'opportunités. Et c'était de permettre aux femmes de faire la cuisine pour presque 2000 employés lors du pic de la construction. Donc, effectivement, c'est un casse-tête chinois qui nécessite énormément d'accompagnement, de formation, etc. Et en termes d'hygiène et préparation du repas, ainsi que la facturation, c'est tout un package qui est compliqué. Mais pour moi, le résultat était très satisfaisant parce que vraiment, c'est beaucoup d'argent en fait. 2000 personnes, 2000 plats minimum par jour sur une période de 18 mois, c'est un peu trop, mais un an. Ça a permis en fait de voir évoluer des restaurants dans la ville, de leur voir acheter des petites fourgonnettes, de se saper, comme on dit en Afrique de l'Ouest, d'acheter des habits, etc. Donc, c'était très positif. Et donc, pour la petite anecdote, effectivement, on a eu une plainte voilà, qui a dû être notée dans notre registre de plainte. Et on a demandé à me voir. Donc, j'ai reçu un monsieur. Et il m'a expliqué qu'il était très mécontent de sa femme parce que depuis qu'elle travaillait chez nous, elle n'était plus soumise, elle n'obéissait plus à ses ordres. Elle avait son argent et elle n'en faisait qu'à sa tête et il fallait que je la vire. Donc, j'allais dire, ça reflète le conflit avec lequel j'ai démarré. Mais j'avais aussi une petite satisfaction en me disant, ben voilà, une femme, en fait, qui, une fois qu'elle a eu son indépendance financière, elle a fait ce qu'elle voulait elle-même. Et donc, quand elle n'était pas d'accord avec son mari, elle le disait. Quand elle voulait faire autre chose, elle le disait aussi. Elle n'avait pas forcément le temps de lui préparer ses repas le soir. Donc, voilà, ça a créé un peu... On ne l'a pas viré. C'est le genre de plainte qu'on aime bien recevoir. Moi, ça me rappelle le moment où, quand j'étais professeur de sciences politiques au Moyen-Orient, que j'avais des parents d'élèves qui me disaient que leur fille rentrait avec plein de projets dans la tête, que ce n'était pas l'objectif qu'ils avaient. On les avait envoyés à l'université, qu'elles voulaient créer des entreprises maintenant et que ce n'était pas l'objectif. C'est des très bonnes plaintes à recevoir. Donc, merci d'avoir partagé ça, Rachel. Peut-être pour avoir une vision sénégalaise, si je peux te demander à Rokhaya de participer là-dessus, en particulier avec la perspective du géologue qui est souvent le premier acteur en interaction avec les communautés. Comment est-ce que vous voyez l'impact que le développement minier au Sénégal a pu avoir sur, et on se tourne un peu vers des questions de gouvernance, je vais aborder ça avec Paul après, mais sur le rôle et la place de la femme dans ces communautés jouxtant des projets miniers ou en général dans la société? Est-ce qu'on commence à voir dans un pays qui est un peu plus mature sur le développement minier que Madagascar, par exemple, est-ce qu'on commence à voir effectivement des impacts intéressants que vous souhaitez souligner? Oui, en fait, c'est vrai qu'avec la nouvelle génération, comme on dit, il y a beaucoup d'avancées. Les filles, bon, c'est vrai qu'elles sont, on ne peut pas dire qu'elles sont moins soumises, mais elles ont peut-être plus, elles se laissent pas, je sais pas comment, elles se laissent pas vraiment emporter par la tradition, je peux dire, même si quand même, quand nous allons au niveau des communautés, nous nous arrangeons pour prendre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Parce que c'est sûr que quand les femmes sont là, quand les hommes sont là, même si les femmes ont de bonnes idées, elles ont des problèmes pour le rendre. Mais de plus en plus, on essaie de les approcher de cette façon. Et même pour les jeunes filles aussi, on essaie de les accompagner pour qu'elles puissent avoir une vision autre et être aussi dans les réseaux, partager avec celles qui sont ailleurs et apprendre de leur expérience. Mais en tant que géologue, c'est vrai qu'au début, bon, moi dans ma promotion, j'étais la seule géologue, mais après, je me suis rendu compte que on se rend compte qu'au fil des années, on a de plus en plus de promotions avec beaucoup de femmes qui aspirent à des métiers de géologue. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a une société minière qui nous a approchés et qui nous dit que depuis que les femmes ont commencé à conduire les engins, ils ont moins d'accidents et le matériel dure plus longtemps.
Et donc, tout ça, c'est des points à partager avec ces communautés, leur montrer tout ce qu'elles peuvent en tirer. Il y a les activités génératrices de revenus qui devraient survivre au-delà de la mine. Ça, c'est les apports que tous ces fonds dont on parle et que les sociétés minières leur apportent. Mais vraiment, les mentalités sont en train de changer, en tout cas au Sénégal, par rapport à cette tradition, comme quoi les femmes doivent rester à la maison, préparer à manger, dire oui au mari. Non, c'est vraiment en train de changer, même avec le respect, bien sûr. Ça, c'est clair. Il me reste donc une question pour Paul sur la gouvernance. C'est une grande responsabilité de m'aider à fermer ce panel et cette question. Après, j'aimerais juste finir vous laisser 2-3 minutes à chacune d'entre vous pour peut-être amener une idée supplémentaire que vous voudriez amener ou avoir une réaction ou un petit commentaire de conclusion avec plaisir. Mais Paul, moi, la question de la gouvernance, c'est bien sûr central là-dessus. Le politologue que je suis focus souvent sur ces questions-là, puis c'est parce que c'est la base avant de pouvoir développer de l'entrepreneuriat, avant de pouvoir développer un développement inclusif qui peut être durable. Quelle est un peu ta vision sur des voies de progrès sur ce développement d'une gouvernance qui facilite les droits des femmes proche des projets miniers et en Afrique en particulier, mais ça peut être dans toute juridiction qui parle français? Oui. Bien, ce que j'observe, puis c'est ce qu'on entendait dans tout le webinaire, toutes ces actions, ce changement progressif dont Rokhaya parle, et Muriela, et toutes ces actions, soit par des compagnies privées, soit dans les projets de développement, mais tout ça doit être porté à un niveau plus grand. On a vu à quel point la législation est fondamentale, puis nous permet vraiment de s'appuyer. Je repense à l'anecdote de Rachel qui avait essayé de faire signer. C'est sûr que si c'était écrit dans les législations que le chef de ménage, c'est un rôle partagé, on aurait un autre poids quand on arrive à le faire. Sinon, on n'a aucun outil. Donc, je pense, par exemple, quand on parle de gouvernance, ça peut avoir l'air un petit peu abstrait et toujours dans les hautes sphères, par exemple, des ministères et de la législation, mais ça se retrouve aussi, la gouvernance, dans les sociétés minières, par un leadership au niveau des ressources humaines, du leadership de la direction, etc., qui va mettre en place des politiques. C'est aussi toute la question des associations de femmes qui doivent porter des plaidoyers directement et qui sont là pour ça. Et là, on peut parler vraiment de véritable gouvernance et je pense à la FEMIB qui a fait un travail extraordinaire, à la fois au niveau de la législation sur les fonds miniers, comme je parlais, mais aussi avec les femmes orpailleurs, où elles ont fait des projets, où elles ont mis en lien des sociétés minières et des fonds de développement. Et là, j'interpellerai aussi les agences de coopération qui souvent ne travaillent pas beaucoup, sont un petit peu craintives d'aller dans le secteur minier. On reste dans les secteurs plus traditionnels et notamment dans les secteurs d'orpaillage. On commence à voir certaines agences de coopération comme l'Union européenne, la Suisse qui font, mais encore assez timidement, des appuis dans les secteurs de la mine traditionnelle qui a des énormes besoins et où les femmes peuvent souffrir beaucoup des transformations. Alors, et je pense aussi à l'ITIE, l'ITIE, où il y a eu une étude qui montrait que l'ITIE permet un espèce de groupe multipartite où on retrouve, et ça c'est assez unique dans chacun des pays, à la fois le gouvernement, on retrouve les associations de femmes, les associations diverses, la société civile en pourcentage avec une clé de répartition et les sociétés minières. Donc, c'est une belle place de table de concertation et de discussion. Et il y avait, dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, aucune femme. Et des pourcentages d'à peine 20%. Et ça a changé parce qu'on a fait une étude puis ça a fait changer. Donc, c'est là que la gouvernance peut devenir très importante. Une organisation comme l'ITIE a, depuis 2016, des données sexo-spécifiées. Tu sais, ça nous apparaît comme, oh mon Dieu, évident, mais ça ne fait pas longtemps, ça, 2016, c'est 4-5 ans. Donc, vous voyez à quel point il faut travailler aussi à différents niveaux et chacune à notre façon et dans nos sphères d'influence, hein, parce qu'on n'en a pas énormément, mais on peut toujours travailler puis voir à changer aussi au niveau structurel. Ça, c'est fondamental, je pense, si on veut vraiment imposer une véritable autonomisation ou un empowerment des femmes, c'est leur donner un petit peu plus de pouvoir.
Mais je t'écoute et je pense que tu fais des points qui sont très intéressants. Là, on a une expérience beaucoup sur l'Amérique latine. On a fait ces webinaires-là en espagnol, en portugais, on va continuer dans d'autres langues. Mais on travaille avec des agences de développement comme l'Inter-American Development Bank ou même des agences onusiennes qui, effectivement, sont sur le même sujet. Il y a des pays sur lesquels on peut travailler facilement avec eux et le secteur minier et d'autres où ils sont beaucoup plus réluctants à s'engager sur le secteur minier. Et on comprend pour différents problèmes locaux. Je pense à certains pays où il y a des communautés de peuples premiers, où il y a des problèmes avec l'eau qui ont vraiment créé le fait que la réputation du secteur minier n'est pas forcément très compatible avec un côté un peu de développement. Mais malheureusement, on arrive maintenant sur certains projets donc à réussir au fait qu'ils sélectionnent 2-3 compagnies minières qui sont beaucoup plus vertueuses sur ces sujets-là pour pouvoir amener sur des projets pilotes, parce que c'est dans le secteur minier qu'on fait énormément de différence, beaucoup plus que dans des secteurs qui sont très intéressants, peut-être la santé ou autre, mais dans la présence de femmes dans le secteur minier et l'inclusion dans l'impact dans des communautés, souvent loin des centres urbains, loin des différents endroits, c'est justement là qu'il y a un impact très intéressant à faire. Et si ça vous intéresse, après ce webinaire, avec plaisir, je vous passe toutes les informations de avec qui on travaille ou avec quelles sont les méthodologies qu'on essaie de mettre en place, mais je pense que ça peut être un bon point d'appui aussi pour certains pays africains, même si là, aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de pays d'Afrique. Il y a aussi des projets intéressants dans des pays francophones qui sont non africains, mais qui pourraient servir. Je voudrais, comme je disais, si ça ne vous dérange pas, peut-être commencer par Rachel, puis après Maureen, et puis juste faire peut-être deux, trois mots de conclusion. Si vous aviez, je ne vais pas vous empêcher d'avoir un commentaire qui vous brûlait les lèvres et que vous n'auriez pas pu faire en fin de webinaire. C'est votre opportunité, et puis ça me fait très plaisir de commencer par vous remercier encore par votre temps, et on va après diffuser ce webinaire à large échelle. Merci Rachel, si je peux me tourner vers toi pour tes quelques mots de conclusion, et puis après on ira vers Maureen. Puis ensuite, Rokhaya et Paul, on va finir par toi. Je pense que c'est peut-être redire ce que je disais au début, c'est que c'est un acte conscient qui va nous permettre en fait de faire rentrer en plus de force les femmes et d'avoir des impacts sur ces femmes-là. Ce n'est pas en juste s'asseyant en espérant que ça va arriver tout seul. Donc, je pense que c'est très encourageant enfin, d'entendre toutes les initiatives qui se font un peu partout pour l'encourager. Et puis, de ça découle aussi enfin, le fait que beaucoup d'études montrent qu'en impliquant la femme, ça retombe sur toute la communauté. Souvent, quand c'est l'homme, ça reste quand c'est à un niveau, mais quand vraiment la femme est économiquement active, les retombées sont sur toute la famille élargie. Donc, vraiment encourager chaque femme de lutter pour son petit coin, de tenir fort, parce que ce n'est pas évident. On baisse les bras, on se décourage, mais je pense qu'on espère que dans les années à venir, on verra le fruit de ce travail. Je te remercie beaucoup, Rachel. Je vois que Muriela a survécu aux orages de Madagascar et a réussi à se reconnecter. Muriela, j'ai fini un peu ta présentation. Je sais de quoi tu voulais parler dans la question précédente, mais on est en train de faire un peu un tour de pensée en conclusion. Si tu veux, parce que je viens de la perdre, mais sinon, est-ce que tu veux prendre la parole 3-4 minutes pour peut-être ajouter une idée que tu aurais voulu mettre à la connaissance du panel, et puis après, je continue encore sur le round de conclusion avec Maureen. Muriela, je t'écoute. Oui, oui, j'essaie de survivre là dans cet orage. On est encore en période de cyclone énormément et comme à Madagascar, on a beaucoup de délestage, comme on dit. On a quelques problèmes au niveau énergie. Je suis là, donc je suis vraiment dans le noir, donc je ne vais pas envoyer ma webcam. Non, bien sûr, non. Voilà, alors je continuais, c'est que par rapport aux autres pays africains, on avait 2 cultures différentes. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas du tout interdit par la loi. Je pense que tout a été dit par Rémi parce qu'on en avait discuté énormément. Tout à fait. Rien n'est interdit par la loi à Madagascar. Les femmes peuvent participer autant que les hommes. Ceci dit, voilà, dans les villages où il y a plus de mines, parce que les mines ne sont pas du tout au niveau du centre, c'est plutôt au niveau des carrières assez éloignées. Donc, les femmes sont dans les carrières. Et là, il faut leur donner justement beaucoup plus de formation sur leurs droits, sur qu'est-ce qu'elles peuvent faire, comment les former pour reconnaître ce qu'elles utilisent et surtout trouver des débouchés parce qu'au niveau des débouchés, c'est très difficile. Et comme ce sont des carrières presque inaccessibles, 3 jours de voyage en voiture en 4x4 ou alors vraiment via des hélicoptères, il est très difficile pour ces femmes de connaître aussi toutes les informations concernant le marché extérieur, etc. Donc, il faut beaucoup aider dans ce sens. Et à Madagascar, en revanche, c'est un pays un peu contrasté. Les hommes
dans les mines, par exemple, je disais à l'instant quand ça a été coupé sur les consultations publiques, où ce sont les hommes qui parlent et les femmes n'ont pas trop le droit de parler. En revanche, dans la culture malgache, c'est la femme qui gère le foyer, l'argent et tout ce qui se passe. Donc là, on ne les laisse pas parler, mais elles ont à gérer l'argent en revanche. Donc là, effectivement, comme tout à l'heure également, au niveau RSE, il faut beaucoup donner la main aux femmes concernant toute la formation, etc., pour ne pas se faire... dépasser. Tu m'offres une très bonne transition pour Maureen en parlant de RSE oui, justement. et de formation. Voilà. Peut-être que Maureen... Et on demande beaucoup de bonnes pratiques par rapport aux autres. On écoute, on est à l'écoute, effectivement, mais on est jeune et on est vraiment à l'écoute et on veut faire quelque chose et on veut faire que nos mines s'en sortent. Voilà. Je te promets, comme le coup de téléphone qu'on a eu plus tôt ce matin, qu'on va vous filer quelques informations avec Damien et d'autres personnes qui m'ont aidé pour ce webinaire. Donc, ne t'inquiète pas là-dessus, on passera quelques bonnes pratiques. Sur Maureen, peut-être si je pouvais Marine, si je pouvais te faire appel à toi pour tes quelques mots de conclusion avec peut-être l'ouverture formation RSE qui peut peut-être RSE qui doit pouvoir te faire appel à des idées de ton côté. Je pense que en fait, ce que je vois de positif, c'est que tout le monde a envie de faire bouger les lignes. Et je pense que c'est ça qui est important. En fait, ça va être la force de frappe de tout ce qu'on fait, que ce soit les gouvernements, les organisations, les institutions, les entreprises, les communautés des femmes, les jeunes filles qui arrivent en fait aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est systémique en fait, et chacun a son rôle à jouer. Chez Eramet, nous, on a des vraies ambitions ambitieuses dans notre feuille de route RSE, dans notre feuille de route diversité et inclusion, en fait. Donc, on a une vraie volonté de faire bouger les lignes dans l'entreprise et on commence à le faire. On commence à voir les premiers fruits de ce travail. Comme disait Rachel et comme disait Paul, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, je pense. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a tous les systèmes qui bougent en même temps. Et je sens une vraie volonté aujourd'hui. Ce n'était pas le cas avant. Donc, ça, déjà en soi, c'est une avancée. Et j'espère que dans quelques années, quand nous serons toutes à la retraite, que les chiffres qu'il va y avoir dans le secteur minier, ça va être mieux qu'aujourd'hui, en tous les cas. Merci beaucoup, Maureen. Rokhaya, est-ce que je peux faire appel à vous pour un point de vue de conclusion du Sénégal? Oui, en fait, moi je partage ce que Muriel a dit. Parce que bon, on dit dans tous nos textes plutôt, on dit que les hommes et les femmes sont égaux. Et dans la Constitution, même en tout cas au Sénégal, réaffirme cette égalité en droit. Et avec la loi sur la parité qui a été votée, donc je pense que l'idée qu'il nous faut développer, c'est de sensibiliser et de faire connaître aux femmes leurs droits et leurs devoirs, on peut dire, mais surtout les droits dans ce monde-là, à quoi ils ont droit, les sensibiliser, les informer et aussi préparer la relève générationnelle, donc pour ce qui nous concerne, en tout cas en tant qu'acteurs du secteur, en tant que femmes, il faudrait vraiment que nous impliquions les jeunes filles. Et aussi, quand les sociétés minières interviennent, c'est vrai que dans les textes, comme toujours pour Muriela, au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle la Chambre des mines, qui est l'association de toutes les sociétés qui sont là et qui participent à ces textes-là. Mais le point important en matière de genre, c'est que c'est une obligation même que dans les politiques et les programmes, que cet aspect soit pris en compte. Et donc, ça facilite un peu les décisions, je pense. Merci encore. Non, merci Rokhaya. Paul, peut-être on a abordé énormément de sujets. Je savais très bien qu'on avait un emploi du temps et un appétit qui était colossal en parlant à la fois de grandes entreprises, de mines artisanales et de visions différentes, cultures dans des pays qui sont uniques et différents chacun d'entre eux. Mais est-ce que peut-être sur un des sujets qu'on a abordé, tu voulais amener une dernière pensée ou m'aider sinon à conclure ce panel? Je ne sais pas. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Puis un peu comme Maureen, je trouve ça intéressant de voir à quel point chacune a apporté énormément
d'avancer du côté des femmes. Ce qui me frappe aussi, c'est de dire, oh mon Dieu, ça fait du bien que le secteur minier ne soit pas vu de manière négative. Ouais. Parce que souvent, quand on y travaille, c'est vraiment un secteur qui reçoit tous les coups des ONG, etc. Mais moi-même, venant du milieu des ONG, je me sentais par moments entre deux chaises. Et j'ai toujours pensé qu'au Canada, comme dans les pays d'Afrique, dans les faits, le secteur minier est un secteur qui peut avoir énormément d'impact et puis auquel les impacts économiques et sociaux peuvent être très importants. Ça dépend comment on l'utilise. Et c'est ça qui est important à se rappeler, c'est que les mines, ça peut être du bon, ça peut être du mauvais. Ça dépend de ce qu'on en fait. Et ici, au Canada, si je prends l'exemple, on a utilisé ça comme un levier économique pour le réinvestir dans le développement durable, dans l'hydroélectricité, dans des projets comme ça. Là, même, j'entends déjà les commentaires, c'est pas toujours que du beau, mais il y a ça. Et c'est ça aussi qu'en Afrique, on doit faire. Il faut avoir une pensée plus à long terme parce que ça va durer 50 ans, 75. Les mines ont une durée de vie très, très courte. Donc, il faut vraiment s'en servir pour le réinvestir dans des projets structurants. Et donc, c'est ce que j'appellerais à chacune d'entre nous d'être plus dans une pensée un petit peu plus à long terme par moment. Et puis là, effectivement, comme dit Rokhaya, les changements sociaux vont suivre. Ça va venir. Mais je pense qu'on a une responsabilité, chacun d'entre nous. Je serais très heureux de réengager avec chacune d'entre vous dans les prochains jours ou semaines sur une pensée à long terme parce que nous, on a des visions très, très long terme sur des options innovantes qui pourraient faire une petite différence. Et puis après aussi, suivre le terrain, qui voir au jour le jour comment on arrive de manière incrémentale, mais avec le long terme en perspective comme objectif. Donc, je pense que malheureusement, vous n'allez peut-être pas finir avec le dernier email de mon côté. Je voulais remercier aussi beaucoup International Women Mining. Je vois que Barbara est restée sur l'ensemble du webinaire. Merci Barbara pour l'organisation de ce webinaire et puis mon équipe aussi, Maya Rosset et Damien pour le travail qu'ils ont fait. Je merci encore à Maureen, Rachel, à Muriela et à Rokhaya pour leur présence. J'espère que j'ai oublié personne. Et je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, où que vous soyez, et bon après-midi pour tous les autres. Et n'hésitez pas à faire appel à nous quand je parle d'International Women Mining ou d'autres panélistes si les personnes qui regardent cette vidéo ont des questions supplémentaires. Je pense qu'on a tous la même philosophie d'essayer d'avoir faire un pas dans la bonne direction et de partager et de contribuer à des pensées locales. Donc, je pense que tout le monde répondra aux différents emails reçus des personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne fin de journée et merci encore d'avoir participé.